Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Aujourd'hui, donc, nous avions Y, qui est un caricaturiste pour Québécois, en fait, Journal de Québec, Journal de Montréal, TVA et tout ça, qui a, regardez, c'est un gars qui a extrêmement beaucoup de talent, ok, qui, avant la fameuse pandémie, là, ou que maintenant est devenue l'académie, que je suivais beaucoup parce que je le trouve drôle en fait, en tout cas la plupart du temps, jusqu'à temps qu'arrive la fameuse COVID-19 qui l'a rendu qui fait partie maintenant des Covido-anxieux, ok? Alors aujourd'hui, il a posté cette caricature qui dit vous avez un policier, un autre généreux champion qui veut offrir 1500 dollars au gouvernement et nous avons à côté un manifestant qui dit non au couvre-feu. Alors pour les gens qui sont pas au courant, par exemple mes abonnés là, qui sont sur le vieux continent en France entre autres, depuis samedi le week-end passé, ok, le Québec est maintenant en couvre-feu. Donc à partir de 8 heures le soir jusqu'à 5 heures du matin, nous sommes en couvre-feu total. Il est absolument impossible de pouvoir sortir de la maison, à moins d'avoir une bonne raison, là. Mais gardez, à part de ça, sinon, là, vous avez aucune raison de sortir. Sinon, autrement, vous allez tout de suite avoir la police aux fesses. Puis vous allez avoir tout de suite une amende qui va varier entre 1000 dollars et 6000 dollars, à moins que vous ayez une sacrée bonne raison d'avoir à vous promener, par exemple à cause de votre travail, parce que vous êtes un travailleur essentiel ou quelque chose comme ça. Mais autrement, là, rien du tout. Bon. Alors là, on sait très bien que les covido-anxieux, eux, qui ne font que s'abreuver des mesures sanitaires qui sont de plus en plus sévères, OK, puis malgré le fait que, et de l'aveu même, du directeur de la santé publique du Québec, Dr Horacio Arruda, qui nous a avoué qu'il n'y avait absolument aucune science derrière leurs mesures sanitaires, peu importe quelles mesures qu'on parle, en fait, là. Alors, c'est ça. Donc là, maintenant, nous avons le gouvernement du Québec qui a établi un couvre-feu pendant au moins un mois, alors que, bon, on sait très bien que ça va durer probablement plus longtemps, en prétextant qu'il y avait eu pendant le temps des fêtes là, des rassemblements, après ça qu'il y a eu les touristata, des affaires comme ça. Mais c'est ça. Donc, c'est des décisions purement politiques parce que la science nous prouve que c'est... Regardez, une épidémie, ça ne se gère pas avec des décisions politiques, ça, hein? Alors moi, ça fait des semaines et des semaines que je répète tout le temps les mêmes affaires, mais c'est pas grave. Alors là, regardez, ce qu'on va faire, c'est que là, je suis présentement dans le fil d'actualité là, de Facebook, OK? Et vous avez en dessous, parce que vous savez, Y, ben c'est ça, il y a des suiveux d'un peu de partout, là, mais vous avez, depuis la pandémie, puis ces espèces euh, de caricatures-là sur la pandémie, ben vous avez toute une paquette là, de covido-anxieux qui sont très contents de pouvoir donner leur point de vue. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire quelques-uns des commentaires, puis on va tout de suite, avec des contre-arguments scientifiques et toutes sortes d'affaires, montrer que, regardez, les covido-anxieux, c'est des gens qui n'ont absolument aucune rationalité, qui comprennent absolument rien de ce qui se passe, et surtout qui ne réalisent pas que les mesures sanitaires qui ne sont basées sur aucune science n'ont absolument aucun impact sur le déroulement de la pandémie. OK? Bon, alors, commençons avec le premier argument, puis vous allez voir, ça commence bien. Alors, nous avons ici M. Joé Desjardins qui dit « Merci aux manifestants pour vos dons. » Alors, regardez, mettons qu'on dirait qu'une personne qui se promène dehors pendant le couvre-feu se fait arrêter, puis on ne sait pas pourquoi il a sorti, là, il y a des gens qui sortent quand même, mais bon, là, vous vous faites arrêter par la police et vous vous retrouvez avec une contravention de 1500 dollars. OK? Bon. Alors, voyez-vous, c'est sûr que c'est un gros montant. Par contre, les gens qui parlent comme ça pensent que puis vous allez voir, il y en a d'autres après. Ils pensent que les 1500 dollars servent comme à renflouer les coffres du gouvernement. Bon.
Alors écoutez, je ne sais pas combien de tickets qu'il va falloir donner, là, mais à tous les jours, OK, il y a des gens qui vont se faire tester pour la COVID. Puis, regardez, on n'est pas trop capable de savoir c'est qui ces gens-là qui se font tester. Alors, on sait très bien que majoritairement, ces tests-là sont quand même faits dans les CHSLD et dans les hôpitaux. OK, ça, c'est la première affaire. Ensuite de ça, vous avez des gens qui doivent passer leur temps à se faire tester aussi des covido-anxieux. Alors, chaque fois qu'on fait un test, ça coûte environ à peu près 100 $ un test, OK? Et puis, voyez-vous, l'année passée, parce que là, on est déjà en 2021. Donc, en 2020, la campagne de test a coûté au Québec au-dessus de 400 millions de dollars. OK? Fait qu'imaginez-vous combien de tickets de 1500 $ que ça va prendre pour renflouer les coffres pour aller passer des tests qui sont majoritairement négatifs. Après ça, les tests qui reviennent positifs, là-dessus, vous avez 80% des personnes qui reviennent asymptomatiques. Vous avez 20% des gens qui sont symptomatiques. Puis sur le 20%, vous en avez 80% que c'est des personnes âgées en fin de vie qui sont déjà dans le système de la santé malade. Alors, voyez-vous, fait que c'est ça. Donc, merci aux manifestants pour vos dons. Alors ici, on a un autre monsieur qui est un anti-mesures sanitaires qui s'appelle Sean McFarlane, qui dit « Un beau dessin de collabo. Si quelqu'un est prêt à risquer une amende parce qu'il croit encore aux libertés fondamentales, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Qu'on soit d'accord ou non est une question de valeur, mais de réduire ça aux insultes touristata, covidio, champion, montre simplement le manque d'envergure intellectuelle de celui qui emploie l'insulte. » Alors, là, vous avez ici des sous-commentaires qui diraient Miguel Guilbeault. Je serais curieux, pas vraiment, je le sais déjà, de voir le niveau intellectuel moyen de ces champions. José Dubois. Les employés des médias savent fort bien que leur salaire provient des subventions. Ben, ça, c'est vrai, hein? Les médias sont principalement subventionnés par de l'argent public. Et François Roy, je me demande lequel qui manque d'envergure intellectuelle. Alors, en parlant du gars qui a fait un commentaire. Mais c'est pas grave, voyez-vous, ces gens-là, ils n'ont jamais aucun argument, c'est tout le temps rien que des insultes, OK? On a ici un autre commentaire, Pierre-Yves Cévalade qui dit « Triste de vous lire, même plus besoin de bâillonner les gens, ils se laissent emprisonner en redemande, du pur génie. » Et là, vous avez le covido-anxieux par excellence qui répond en dessous. Je pleure à tous les soirs. Non, laissez-moi sortir. Orgue! Tu sais, lui, il est content d'être dans sa prison psychologique. Fait que c'est ça, c'est encore du monde de même. Ici, nous avons Yvan Laberge qui dit « Tellement triste de voir le monde rire de leur perte de droits. » Et vous avez ici le vieux Fernand Roy. C'est encore plus drôle de voir des gens qui croient qu'ils ont perdu des droits alors que nous essayons juste de se débarrasser du virus et des morons qui propagent. Bon, OK. Alors, regardez, voyez-vous, c'est ce genre de commentaires-là. Fait que là, vous avez des gens qui sont d'accord. Après ça, vous avez des gens qui se manifestent, qui sont fâchés de ça. Puis après ça, vous avez toujours le troupeau de covido-anxieux qui dit des niaiseries après, OK? Alors, nous allons maintenant prouver que le couvre-feu et les mesures sanitaires ne servent absolument à rien. Donc déjà en partant, le couvre-feu ne sert à rien. On l'a instauré alors que nous avons depuis un certain temps déjà atteint un plateau et l'académie est en train de se résorber d'elle-même, OK? Alors, nous allons ici prendre les statistiques de COVID aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 11 janvier 2021. OK. Donc, les statistiques du jour nous disent qu'il y a 1869 nouveaux cas. Et pour le 1869 nouveaux cas, il a fallu dépenser tout près de 2,9 millions de dollars pour faire des tests. Ils ont fait 28 839 tests, OK? Et là, ce qui est intéressant, c'est de prendre les chiffres de cas, puis je le sais, les cas, l'académie, c'est une académie, les amis, on ne peut pas dire le contraire, c'est vraiment là qu'on est présentement, c'est une académie, OK? Donc, le 10 janvier, 1869 cas.
Dimanche, hier, 2588 cas. Samedi, le 8 janvier, quand il y a eu le couvre-feu qui est établi, il y avait 3127 cas, OK? Par contre, il a fallu faire quand même 35 000 tests pour ça, hein? Bon, et voilà. Ensuite de ça, on recule un petit peu. Là, quand on disait qu'on avait le plateau, 7 janvier, 2588 cas, 6 janvier, 2519 cas, 5 janvier, 2641 cas et 4 janvier, 2508 cas. Alors, si on se base sur des chiffres seulement pour... on parle de la codémie, OK? Parce que là, on parle même plus d'épidémie, c'est vraiment la fameuse codémie, là. Alors, voyez-vous, déjà de samedi à aujourd'hui, on est passé de 3127 cas à 1869 cas. Pendant le mois de décembre, OK, on a été presque tout le mois de décembre à peu près à 2000 cas. Là, on instaure le 8 janvier un couvre-feu parce que apparemment que les cas n'arrêtent pas de monter. Et même l'académie est en train de s'arranger elle-même. Et là, voyez-vous, 2 jours plus tard, on est à 1869 cas. Est-ce que vous allez me faire à croire que c'est à cause du couvre-feu que c'est arrivé ça? Sachant pertinemment que ça prend entre 1 et 2 semaines pour que les mesures aient un quelconque impact, OK? Fait que là, voyez-vous, on a déjà une baisse extrême du nombre de cas. Mais là, dans 2 semaines d'ici, quand on va être rendu à peu près à 1500 cas, soit l'équivalent mettons, du mois de novembre, est-ce que le gouvernement va arrêter son couvre-feu? Ben non. C'est ça que les covido anxieux ne comprennent pas. C'est que le gouvernement fait ce qu'il veut. Même là, la codémie, OK, là, est en train de se retourner contre eux. Mais là, dans 2 semaines d'ici, mais qu'on soit rendu à 1500 cas, à peu près, puis là, il y a des gens qui vont encore continuer à poser des questions au gouvernement. Mais les covido anxieux, là, ils vont demander encore plus. Là, les écoles viennent d'ouvrir, OK? Puis encore là, avec des mesures extrêmement sévères, tous les enfants au primaire doivent maintenant porter un masque, même dans la classe. Là, on parle des 5e, 6e années, je pense. Sinon, autrement, les enfants doivent se promener avec des masques dans les... Mais c'est pas grave. Là, il y a des gens qui sont fâchés parce que les écoles ont été réouvertes. Puis là, ils pensent là, que ça va faire augmenter, que ça va faire réexploser encore le nombre de cas. Ils préféraient que les enfants n'aillent pas du tout à l'école. Ils pensent que c'est agréable pour des enfants de rester à la maison là, avec une tablette puis à faire du télé-études, puis que ça là, c'est efficace pour que les enfants puissent apprendre, mettre les parents dans le trouble, là, qui ne savent pas quoi faire avec leurs enfants. Non, mais c'est pas grave. Plus de mesures. Alors, couvre-feu inefficace. On vient de le prouver. Et maintenant, pour les personnes qui sont vraiment intéressées à comprendre qu'est-ce que c'est l'épidémiologie et aussi l'évolution d'une pandémie, OK? On n'a pas le choix. Si on veut apprendre comment ça fonctionne, c'est pas auprès du gouvernement qu'on va avoir les informations, puis c'est pas auprès non plus des covido anxieux, de l'extrémophobie radicale, lobotomisée par le discours du gouvernement non scientifique qui nous fait accroire des affaires qui nous enlève de plus en plus de droits et de libertés en prétextant que les cas doivent baisser, alors que pourtant, même l'académie elle-même est en train de baisser en prouvant que les mesures servent à rien, mais ça, c'est pas grave. Alors, on n'a pas le choix. On doit se tourner vers les vrais scientifiques pour comprendre les affaires. Donc, nous avons encore aujourd'hui
notre très éminent professeur Didier Raoult, qui donne son point de vue en date du jour des affaires qui se passent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter Didier Raoult, OK? Là, moi, je vais comme laisser le clip aller, puis bon, après ça, je ferai du montage, là, parce que j'ai pas besoin nécessairement de tout vous montrer sa vidéo qui dure 19 minutes. Il y a des bouts qui sont quand même un peu plus importants que d'autres. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais l'interrompre de temps en temps, parce qu'il y a des gens qui aimerait être en mesure de comprendre le professeur Raoult, mais regardez, pour toutes sortes de raisons, c'est pas grave, là, mais il y a du monde qui ne comprennent pas bien qu'est-ce qu'il dit, puis moi, bon, regardez, je comprends très bien ce qu'il dit, puis après ça, j'ai pas de problème non plus à expliquer dans des termes ultra simplifiés qu'est-ce qu'il vient de dire, OK? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, pour les gens qui sont vraiment intéressés à l'épidémiologie et apprendre qu'est-ce que c'est exactement, expliqué par des scientifiques, et on va avoir ici ultra vulgarisé par quelqu'un qui comprend qu'est-ce qu'il dit et qui veut l'expliquer à des gens qui veulent comprendre. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Professeur Didier Raoult, pouvez-vous nous expliquer cette histoire de mutant, de variant anglais qui a été diagnostiqué à Marseille? Bon, alors, juste, puis ça commence bien. Vous savez, c'est sûr que l'épidémie qu'on a présentement, là, OK, bon, parce que, tu sais, là, on parle vraiment de l'épidémie. Oublions l'académie, mais c'est sûr qu'il y a présentement quelque chose qui se passe, là, OK? Donc, en Europe, surtout, là, dans ce cas-ci, en France, OK, il y a une épidémie. OK, il y a un virus qui se promène qui est, écoutez, un lointain cousin de la COVID-19. Parce qu'il y a eu la COVID-19 au printemps passé, et là, maintenant, vous avez une nouvelle épidémie de COVID-19 qui a, en fait, qui a comme, tu sais, qui a été en dormance pendant cet été. Et puis là, on est rendu cet automne avec un tout nouveau virus, un tout nouveau COVID-19 qui est un mutant, OK? Alors, ce qui se passe en France, c'est qu'eux, ils ont un nouveau variant. Bon, c'est sûr que nous, mettons qu'on est au Québec, on vit la même situation, pour ainsi dire, OK? Par contre, là, c'est de valeur parce qu'on n'a pas au Québec d'une espèce de Didier Raoult là, qui pourrait nous expliquer exactement quels sont les variants qu'on a, nous, présentement, au Québec, par exemple, OK? Alors ça, malheureusement, on va être obligé de faire un petit peu de spéculation, là. Je le ferai au fur et à mesure en donnant mon opinion à moi, là. Mais c'est sûr et certain que nous, aussi au Québec, d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qu'on a présentement comme épidémie? Ça n'est pas la COVID-19 qu'on avait au printemps passé, OK? Je ne sais pas d'où est venue cette histoire de deuxième vague. C'est que, effectivement, pour la grippe espagnole, il y a eu un deuxième épisode dont on n'a jamais su si c'était des mutants ou pas des mutants. Parce que l'idée que ça fonctionne en deux vagues comme ça n'est pas soutenue par quelque chose qui soit compréhensible. Mais si Là, ils viennent parler un petit peu de la grippe espagnole, mais effectivement, c'est sûr que, regardez, la grippe espagnole, c'est arrivé en 1918. Alors, ils n'avaient pas tous les moyens technologiques qu'on a maintenant. Ce qui se passe avec l'histoire de la COVID-19 cette année, puis ce qui est extraordinaire, c'est que, regardez, ça s'était jamais vu qu'une pandémie soit étudiée sous toutes ses coutures. OK? Que ce soit à cause des tests, que ce soit à cause des séquences génétiques, que ce soit à cause de tout ce genre Regardez, on n'avait jamais étudié ça at large de cette manière-là autant, OK? Donc, c'est vraiment la première fois que ça arrive, ça. Alors, écoutez, c'est sûr que c'est du jamais vu. Si on n'avait pas eu les moyens dans le temps, puis que, bon, on n'avait pas eu, par exemple, tous les génomes disponibles, ben dans notre tête à nous, tu sais, on aurait fait, ben là, regardez, il y a de quoi qui s'est passé au printemps passé, puis là, il y aurait de quoi qui se serait passé maintenant à l'automne, ben là, c'est comme le même virus. Mais là, c'est parce que, regardez, c'est sûr que si vous ne faites pas le génome, ben vous ne pouvez pas comprendre que, en fait, c'est pas pantoute le même virus, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que lui, il parle de mutants, puis là, il va encore montrer cette espèce de petit tableau-là que je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo, mais c'est pas grave. Tu sais, à un moment donné, quand on veut se rappeler de quelque chose, ben, on n'a pas le choix de se l'imposer là, plusieurs fois pour qu'après ça, il reste vraiment imprimé dans notre mémoire. Hein? D'ailleurs,
Vous voyez, si on regarde nos positifs, on voit bien que ici, il y a une courbe qu'on connaît parfaitement, et puis là, commence quelque chose qui diminue, puis ça... Alors, voyez-vous le premier petit pic qui est ici? Donc, ici, ça, c'est ce qu'on a eu au printemps passé. Après ça, on a eu la période d'été où ce que le virus a été extrêmement, en tout cas, très peu présent. Et là, vous avez ce qui se passe présentement, OK? Mais on voit que ça n'a absolument rien à voir avec qu'est-ce qu'on a passé au printemps passé. Puis là, en plus, comme il va dire, là, c'est que là, voyez-vous, là, il y a plein de petits pics, là, ça redescend, ça remonte, ça redescend, ça remonte, tu sais. C'est même pas... tu sais, puis encore là, ça, c'est à cause aussi de la campagne de tests massive que ça nous permet de voir ce genre d'affaires-là dans le détail qui jamais, au grand jamais, ne s'était produite avant. Ça repart, puis ça rediminue, et là ça repart. Et c'est quelque chose, cette espèce d'accordéon là, qui ne ressemble pas à un seul responsable. Il y a quelque chose qui se passe. L'accordéon. Moi, quand on a vu ça dès cet été, je suis revenu pour lancer tout de suite un génome parce que je voulais comprendre pourquoi on avait de nouveaux cas qui apparaissaient. Donc on a regardé ça, on a trouvé que c'était différent. Moi j'ai tout de suite prévenu tout le monde, les autorités, après les gens le croient, on croit. Alors, bon, encore ce fameux tableau-là. Donc ça ici, c'est le virus du printemps passé. Après ça, on a eu l'été. Puis là, vous avez maintenant le nouveau virus qui est une toute nouvelle épidémie qui n'a rien à voir avec l'autre. Puis là, ben, si vous voulez, vous l'avez ici aussi. Là. Fait que ça, c'est le printemps passé. Et vous avez ici, ça, c'est le génome présentement du virus qui sévit. Alors, la question qu'on s'était posée, entre autres, c'était à savoir est-ce que le vaccin qui a été développé sur cette souche-là pour être efficace sur cette souche-là, c'est sûr que les pharmaceutiques vont nous dire oui, sans aucune preuve. Mais, en tout cas, fait que nous, on est un petit peu sceptiques, mais, regardez, on attend des réponses. On dit pas qu'on pense pas que ça va pas être efficace, mais on s'interroge quand même. Mais quand vous vous interrogez, puis que là, vous parlez de ça à des personnes, puis qu'il s'avère que vous tombez sur un covido anxieux, ah ben là, non, là, ça marche pas pantoute. Eux, vous avez bien beau leur expliquer des affaires de même. Écoutez, comme je vous dis, quand vous avez un blocage intellectuel qui vous permet pas de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe, puis au moins, au minimum, de déclencher un tout petit semblant de questionnement, ben là, regardez, déjà en partant, ça part pas bien. Ah, mais ça n'a pas une grande... Pour nous, c'est juste de la science. Et ensuite, ce qu'on voit en bleu, c'est l'apparition du deuxième mutant, qu'on appelle le 4, qui est celui qui a le plus sévi, qui a fait jusqu'à 100% des cas, et qui a entraîné, lui, à force, une mortalité plus importante que celui du premier épisode, parce que cette épidémie, cette néo-épidémie, a duré maintenant 4 mois, au lieu de durer 1 mois et demi, 2 mois. Et donc, même si la mortalité n'était pas plus forte, à la fin, ça s'est accumulé. Je vous rassure, la mortalité est de même nature. Il s'agit des mêmes genres de personnes qui meurent, c'est des gens très âgés ou des gens qui ont des polypathologies et une très faible espérance de vie dans tous les cas. On a mesuré ça récemment, on sait que les gens qui sont morts ici, dans le CHU, avaient une espérance de vie qui était de 3 ans. En moyenne, donc il y en a qui avaient une espérance de vie de moins d'1 an, et puis d'autres qui avaient un peu plus que ça. Bon, là ici, on va aborder les questions éthiques. Alors, ce que Dr Raoult vient de dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu... Bon, on sait très bien que c'est des personnes âgées en fin de vie, OK? Puis là, ben, il dit que cette pandémie-là, pour les gens qui en sont morts, là, ben, malgré qu'on le sait, ils ont des comorbidités. Mais à la base, c'est des personnes qui avaient à peu près une espérance de vie de 3 ans. OK? Écoutez. Là, vous allez me dire, ouais, mais tu sais, ces personnes-là, ils ont perdu 3 ans de leur vie. Oui, mais là, si on commençait à entrer dans les statistiques encore plus pointues, puis là, je parle au niveau sociologique, OK? Les personnes, là, qui sont décédées 3 ans plus tôt, donc déjà en partant, c'est des gens d'au-dessus de 80 ans, OK? Mais les gens de 80 ans qui sont morts de la COVID sont majoritairement des gens qui avaient déjà des comorbidités. Mais en fait, là, puis c'est ça, je vous dis, on parle de questions éthiques ici. En fait, ces personnes-là, c'était quoi leur qualité de vie?
Actuellement, c'était des personnes qui étaient déjà dans des résidences pour personnes âgées. Est-ce que vous pensez que... Puis je vous pose la question. Moi, j'ai ma réponse puis j'ai mon opinion. Mais je vous pose la question à vous. Qu'est-ce que vous pensez que c'est la qualité de vie des personnes âgées qui vivent dans un établissement pour personnes âgées? Est-ce que vous pensez, vous, que c'est le gros bonheur là-dedans, là? Que c'est des personnes autonomes qui peuvent faire ce qu'ils veulent? Qui sont contentes d'être là, puis de recevoir, pour la majorité, la plupart du temps, une visite peut-être une fois par semaine, puis encore, des fois c'est une fois par mois. Le restant du temps, ben, ils se lèvent le matin, il y a quelqu'un qui vient s'occuper d'eux. Après ça, on les assoit dans leur divan. Ils passent la journée là-dedans. Après ça, ils vont manger. Puis après ça, on les couche vers 7h30, 8h le soir. Et le cycle recommence comme ça sans cesse. Est-ce que vous trouvez, vous, que ça, c'est une bonne qualité de vie? Donc, la COVID-19 a la majorité du temps emporté des personnes comme ça qui avaient d'autres maladies, qui passent le temps à manger des pilules. C'est tout, là. Fait qu'est-ce que la COVID-19 a été, puis je vous le dis, je vous pose la question, est-ce que la COVID-19 ça a été si grave que ça qu'elle emporte des personnes qui avaient une qualité de vie de ce type-là? Est-ce que c'est le rêve de votre vie à vous de la terminer, la vôtre, dans un établissement de santé comme ça, puis de durer pendant des années, puis on dirait que la mort vous a oublié. Puis il y en a plein du monde qui ont juste hâte que la mort vienne les emporter. Alors, c'est ça, les questions que je vous pose. Puis je vous dis, je vous donne pas mon opinion. Je vous demande la vôtre. Je reste d'accord avec moi-même, faire des prévisions sur une maladie qui est inconnue, c'est de la sensalorie. C'est pas vrai, on ne peut pas faire de prévisions avec ça. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est imprévisible, c'est des choses qu'il faut faire au jour le jour, et donc il faut se battre au jour le jour. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de baguette magique qu'on ne va pas réussir à diminuer la mortalité. On voit bien que la mortalité n'est pas la même en fonction des stratégies médicales. Donc, il vient de dire, on ne connaît pas la maladie. Puis quand il parle, on ne connaît pas la maladie, c'est pas parce que vous avez un génome avec des petits dessins bleus, puis roses, puis toutes sortes d'affaires que vous comprenez comment ça fonctionne, OK? Mais voyez-vous, lui, c'est un scientifique qui affirme ça. Donc, c'est-à-dire que là, on ne peut pas savoir... Ben écoutez, c'est sûr qu'on a quand même des idées assez évidentes que oui, c'est sûr que là, voyez-vous, cette espèce de grosse montagne-là de cas, ben ça va rebaisser. Voyez-vous, je vous ai montré les chiffres tantôt, c'est déjà en train de baisser. Par contre, les gens qui prennent des décisions sont des personnes qui ne sont pas des scientifiques, qui pensent qu'ils sont capables de prévoir des affaires, qu'ils instaurent des nouvelles mesures sanitaires non scientifiques en pensant que ça va faire baisser le nombre de cas. Et là, vous avez vu les chiffres tantôt. Les cas sont déjà en train de massivement baisser et pourtant, on vient tout juste d'instaurer le couvre-feu. Quand je vous dis qu'on est toujours à peu près 4-5 pas en retard sur qu'est-ce qui se passe sur la pandémie, la codémie, ben c'est exactement une autre preuve. Mais l'affaire, c'est que moi, ça fait des semaines que je suis sur ce dossier-là. Ça fait des mois que je suis intéressé à comment ça fonctionne, cette espèce de maudite cochonnerie-là. Puis que je suis lui, que j'ai appris de lui, puis que je peux me permettre maintenant plus d'en parler, parce que là, mon opinion est basée sur des faits. Comparativement à nos décideurs qui ont aucune idée, pantoute de qu'est-ce qu'ils font. On en a une autre idée, là, qui est complètement hors du champ d'une épidémie. Quand vous commencez à mêler des histoires de plans de grand reset là-dedans, ah ben là, vous avez toutes les réponses que vous voulez. Mais oublions ça, là. Le restant, il n'y a absolument rien du tout de scientifique dans leurs affaires, puis ils se permettent de faire des prévisions. On a pris.
c'est les stratégies médicales, la détection précoce, la prise en charge des patients précoces qui changent la mortalité. Il n'y a pas d'évidence que les mesures sociales changent la mortalité dans un pays. Donc je pense que c'est une vraie leçon. Ça ne se décide pas dans un bureau, ça se décide en faisant appel aux soins par tous les médecins. Alors, Didier Raoult vient exactement de vous dire, puis regardez, c'est lui le médecin, c'est pas moi, mais je vous ai dit avant, qu'est-ce qu'il a dit maintenant? Fait que, voyez-vous, puis je me rappelle pas par cœur là, de qu'est-ce qu'il a dit dans sa vidéo. Fait que, regardez, je vous le dis, à un moment donné, à force d'en l'entendre parler, comme je vous dis, on apprend des affaires, on développe nos connaissances. Fait que, tu sais... Et pour ça, moi, je regrette qu'on n'ait pas une vraie politique technologique. Nous, on a suggéré rapidement aux gens de doser l'oxygène chez eux avec des oxygènes qui coûtent maintenant 5 €. Il y a maintenant des montres connectées chinoises pour moins de 50 € sur lesquelles vous avez la surveillance de votre oxygène, de votre fréquence respiratoire, de votre pouls, de votre tension, sur lesquelles on peut vous faire des électrocardiogrammes pour ceux qui ont peur que les médicaments entraînent des changements d'électrocardiogramme, qui fait qu'on peut parfaitement vous surveiller à la maison avec des outils technologiques. Il faut s'occuper de la prise en charge des gens, de la prise en charge des gens précoces dès qu'ils sont positifs. C'est mon avis, c'est ce qu'on a fait. On va essayer d'améliorer encore cette manière de faire, et je pense que c'est le point le plus important. Alors, là, ce que Dr Raoult dit, là, on sait très bien, on la connaît, la COVID-19. Un des symptômes, c'est la fameuse, c'est l'anosmie qu'on appelle. Donc, c'est la perte de l'odorat. Alors, si vous avez du jour au lendemain des problèmes à sentir des affaires, il y a de très fortes chances que, puis ça, c'est dans 66% des cas, deux patients sur 3 qui ont la COVID-19 ont une anosmie, c'est-à-dire qu'ils perdent l'odorat. Premier symptôme. Deuxième symptôme, mais celui-là, on peut pas le détecter nous-mêmes, OK? Alors, ce que ça prend, c'est des petits bidules, comme il parle, qui nous permettent de pouvoir voir ce qu'on appelle notre saturation dans notre sang, c'est-à-dire le pourcentage d'oxygène qu'on a dans le sang, OK? Bon, un humain normal va avoir au-dessus de 95% de saturation, OK? Si vous êtes en bas de ça, entre 88 et 92, vous avez des extrêmes gros problèmes, OK? Donc, vous pouvez être capable de respirer, avoir l'impression de pas avoir de misère à rentrer d'air dans vos poumons, mais l'air est mal absorbé par vos poumons. Donc là, vous allez avoir un problème de saturation. Alors, si vous êtes, par exemple, à 92%, là, vous avez un gros problème, OK? Mais si tout le monde, bon, puis ça, regardez, on ne peut pas demander ça à tout le monde, mais c'est sûr que si tout le monde, là, au lieu qu'on ait tout le temps la politique de rien que faire confiance au gouvernement, non, mais y a-tu de quoi de plus épais que de faire confiance au gouvernement pour gérer nos vies? Alors, si tout le monde avait ces espèces de petits systèmes-là, puis Dr Raoult dit que ça coûte entre 20 et 30 $ à peu près, OK? Des petits saturateurs. Bien, si on s'habituait à prendre notre saturation, puis que là, à un moment donné, on voit, oups, je suis à 92. Ah, là, mon gars, tu t'en vas à l'hôpital et là, tu vas passer un test COVID. OK? Ben non. Nous, on préfère laisser faire ça. On préfère dire aux gens, allez vous faire tester pour rien. On préfère gaspiller entre 2 millions et 4 millions pour alimenter l'académie et la campagne de tests. Qui, en plus, regardez, il y a du personnel soignant qui s'occupe de ça. Pendant qu'ils s'occupent de ça, ils sont pas là en train de s'occuper des patients malades. Ben non. Tiens, voyez-vous, à un moment donné, fait que le gouvernement aurait pu décider d'acheter ces espèces de petits saturateurs-là, à la limite, là, puis de tout nous en envoyer un, ça leur aurait coûté pas mal moins cher que d'être obligé d'avoir gaspillé l'année passée à peu près 400 millions de dollars en tests inutiles, là. Mais non. Mais non, la population est trop conne. On est trop stupide. C'est tout le temps ça, maudite marde. On n'écoute pas des personnes comme lui qui en auraient des solutions qui auraient de l'allure.
Parce que là, voyez-vous, il y en a même des cas d'exception présentement qui ne vont même pas se faire tester pour toutes sortes de raisons, qui sont peut-être malades chez eux sans le savoir. Mais s'il y avait les petits saturateurs, regardez, vous mettez ça sur le bout de votre doigt, puis après ça, tout de suite, regardez, moi j'ai une Apple Watch, OK? La mienne, par contre, elle fait juste vérifier ma tension. Mais si vous êtes quelqu'un qui avait des gros gadgets, les nouvelles Apple Watch sont même capables de vérifier votre saturation dans le sang. Tu sais? Fait que, regarde, mais je suis découragé de voir que c'est tout le temps le gouvernement qui prend les pires maudites décisions qui sont pas pantoute basées sur de la science, alors qu'on aurait des petits trucs bien simples à nous offrir. Puis non! Mais c'est comme ça depuis toujours. Maudit gouvernement. Mais d'où viennent ces mutants? Alors il y a une première chose qui a été négligée de mon point de vue, c'est dès juin, les Danois ont rapporté qu'il y avait des mutants qui étaient apparus chez les visons, et ceci a permis de réfléchir et qui montre encore comment les prévisions sont futiles. Et donc, en réalité, c'est une zoonose, c'est-à-dire une maladie des animaux qui a donné une épizootie, c'est-à-dire une épidémie chez les animaux, et cette épidémie a donné les cas humains, d'accord, qui sont ce qu'on appelle la zoonose, c'est les cas humains d'infection des animaux, et cette zoonose s'est transformée en épidémie humaine. Alors, oui, c'est une épidémie humaine, mais ça reste une zoonose, d'accord? Et les zoonoses qui sont dangereuses pour nous, celles qui donnent des épizooties, sont celles qui touchent les mammifères qui vivent dans des colonies très importantes. Donc, quand il y a une grande densité de mammifères, il y a des épidémies de mammifères comme chez nous, dans les mégapoles. Et ces épidémies de mammifères se développent avec des virus qui évoluent très rapidement, et plus le virus s'est multiplié, plus il y a de mutations, c'est régulier. Et donc, on pense que la source, comme mammifère, c'est les chauves-souris, parce que les chauves-souris ont une densité colossale dans leur colonie. Et là, ce qu'on a découvert, c'était que les visons, qui ont des densités aussi considérables dans les élevages, et qui sont des animaux sensibles, qui ont le même récepteur pour ce virus, sont très proches du modèle expérimental même de cette maladie. Ben ces colonies extrêmement denses avaient des épidémies du coronavirus humain qui leur avaient été transmis, peut-être par les gardiens de visons, des épidémies considérables avec des nouveaux variants. C'est publié en juin, ça, hein, des nouveaux variants qui infectent les gens qui travaillent sur les visons. Il y a une enquête qui est faite en Hollande qui montre que 67% des gens qui gardent les visons ont été positifs. Donc c'est contagieux chez l'homme, et il y a maintenant plus de 600 cas répertoriés avec des séquences du vison. Et on a, vous voyez ici, on a des centaines de séquences de visons, c'est tout ce qui est en bleu et rouge, des centaines de séquences de visons qui viennent essentiellement, les gens qui les ont séquencés, c'est-à-dire essentiellement les Danois et les Hollandais. Bon, écoutez, là, ça, c'est un petit peu technique, OK? Je vais vous le résumer rapidement. Puis je vais vous parler d'une autre affaire après. Pour les gens qui aiment les théories du complot, là, ça, vous allez trouver ça intéressant, ce bout-là. Puis j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, là, mais c'est pas grave, je vais vous en reparler pareil, parce que là, voyez-vous, il y a des affaires qui s'emboîtent, là. OK. Alors, nous ne pouvons pas faire de prévision. On est d'accord avec lui, pas de problème. Par contre, on peut quand même jouer un petit peu à nos Sherlock Holmes. OK? Puis c'est ça qui devient intéressant. Quand on est quelqu'un d'intelligent et qu'on a suivi l'histoire depuis le tout début, puis qu'on connaît des affaires et tout ça, on peut quand même faire des petites enquêtes, OK? Bon. Alors, là, ce que Dr Raoult nous dit, puis il l'a expliqué dans ma précédente vidéo où on avait vu son espèce de petit dessin là, de couleur brune puis de couleur bleue, OK? Bon. Alors, regardez, il avait déjà parlé de cette histoire-là des visons. Bon, des visons. Alors, les visons, on sait très bien qu'en Scandinavie, entre autres, ils font des élevages de visons parce que le vison, bon, pour la fourrure, OK? Mais ça, pour faire des manteaux de fourrure ou des manteaux avec des collets de fourrure de vison, ça en prend beaucoup, OK? Et les visons, les élevages de visons, bien, c'est sûr que, regardez,
les pauvres visons, ben, ils sont gardés dans des cages, puis ils sont tous collés ensemble. Donc, c'est sûr que si il y a un vison qui tombe malade, ben, c'est pas trop long après ça qu'il s'en va se mettre la face dans un autre vison, puis voyez-vous, fait que c'est exponentiel, super rapide comment est-ce que un vison malade peut transmettre une maladie à un autre vison. Puis après ça, ils sont tous contaminés. Bon. Mais là, ce qui est particulier là-dedans, c'est que à un moment donné, quand que vous avez le virus qui se promène d'un vison à l'autre, OK, forcément, le virus va muter. OK? Parce que moi, je suis le vison 1, je suis le premier malade. Moi, j'ai le vrai virus, OK? Après ça, je le passe à mon voisin vison. Ben là, lui, son système immunitaire va l'attaquer. Puis là, éventuellement, de fil en aiguille, le virus va muter d'une place à l'autre parce qu'il a été attaqué par le système immunitaire des visons. Alors, c'est comme ça qu'on est capable d'avoir des mutations. OK? Bon. Mais là, regardez, lui dit que on a déjà vu qu'il y avait des visons qui avaient été malades déjà à partir du mois de juin. OK? Bon. Et là, comme il explique depuis tantôt aussi, c'est que les épidémies comme ça, là, elles se transfèrent entre mammifères. Donc, à la base, elles viennent des chauves-souris. Comme il l'a expliqué tantôt, il y a des énormes densités. Une chauve-souris, là, habituellement, ça ne se promène pas tout seul comme ça. Il y a des endroits où, dans des grottes, vous avez des millions, puis des millions, puis des millions de chauves-souris. Donc, c'est sûr qu'eux aussi vont, au même titre que les visons tantôt, quand ils se transmettent un coronavirus, ben, tu sais, veut pas, il y a des mutations là-dedans. Par contre, ce qui arrive, c'est que les chauves-souris sont comme immunisées à ça. Bon, mais c'est pas grave. Alors, là, dans la dernière vidéo, il comprenait pas pourquoi est-ce qu'on avait pu passer des petites, tu sais, du petit virus brun à devenir le virus bleu sans savoir comment est-ce que ça avait pu se passer, ça. Bon, alors je vous le dis, on fait des Sherlock Holmes de nous-mêmes. On n'est pas des épidémiologistes, mais moi, personnellement, j'aimerais jaser de cette hypothèse-là, admettons avec Dr Raoult. Peut-être qu'il dirait que lui, il a pensé, c'est bien certain, là, il n'est pas fou cet homme-là, puis tu sais, bon, mais en tout cas, il dirait que ça a de l'allure. Fait que là, il nous disait, il comprenait pas comment ça se fait que le génome était vraiment rendu différent. Alors, si on revient encore au mois de juin avec nos visons, qui sont malades de la première épidémie, OK? Bon, là, pendant l'été, ces visons-là, au même titre que nous, ils se sont transmis la COVID-19 et, comme on disait tantôt, elle a muté. OK? Donc, ça, c'est transmis chez les visons. Mais là, nous, pendant l'été, les humains, là, il n'y a eu presque pas de transmissibilité parce que le virus, pendant l'été, il est extrêmement peu contagieux. OK? Et là, quand on est arrivé à l'automne, probablement que ce qui est arrivé, regardez, l'humain a transmis la COVID-19 aux élevages de visons. OK? Donc, au mois de juin, les visons avaient la COVID-19. Là, après ça, il y a eu l'été. Là, les visons se sont transmis le virus entre eux. Après ça, on est arrivé à l'automne et là, ça a probablement dû se faire le contraire. Les visons, avec leur nouveau virus, ils nous l'ont retransmis aux humains. Et là, forcément, les humains se le sont transmis. Puis voyez-vous, après ça, ça a fait ça comme ça. C'est probablement l'hypothèse la plus logique et scientifique. Avec les connaissances que j'ai, puis probablement que c'est ça que Didier Raoult aussi nous a expliqué, dans son autre vidéo et dans la nouvelle vidéo. Moi, personnellement, c'est la conclusion que j'en retire. Puis là, une autre affaire qui va être importante, puis là, je parle aux gens qui aiment les théories du complot, OK? Bon. Ça, là, cet article-là, j'en ai parlé plusieurs fois. Donc, c'est un article du Newsweek qui est sorti à la fin avril 2020, OK? Et regardez bien une affaire. L'article s'intitule que le professeur Anthony Fauci, vous savez, ça, c'est le big boss là, de la santé publique là, aux États-Unis, que le docteur Fauci a donc financé le fameux laboratoire de Wuhan en Chine qui aurait été peut-être là où ce que la COVID-19 a été développée, OK?
Bon, alors, voyez-vous quels sont les travaux du docteur Fauci, OK? En fait, lui, là, puis je vous résume assez rapidement, ce qu'il fait, c'est qu'il voulait prendre des coronavirus qui se transmettaient pas aux humains. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait le coronavirus qui n'était pas dangereux, OK? Après ça, il l'implantait dans des furets. Les furets, là, puis des visons, là, ben c'est pas mal la même affaire, OK? Et après ça, au fur et à mesure que les furets tombaient malades, ben là, ils se le transmettaient aux autres furets, et de fil en aiguille, le virus devient contagieux et se transmet à l'homme. Alors, cet article-là, je vais encore une fois le remettre dans le fil de commentaires de ma vidéo sur Facebook. Donc, voyez-vous, histoire de vison, histoire de furet. La COVID-19, je pose une question. La COVID-19 a-t-elle été développée en laboratoire en utilisant des furets? Je pose une question. Je vous laisse ça en suspens. Et maintenant, revenons à notre scientifique. Les Danois ont fait quand même ont exterminé la plus grande partie de leurs visons, 13 millions de visons. Donc moi j'ai découvert aussi, comme vous, l'importance de l'élevage des visons. Alors ça, c'est un autre problème. Regardez, oui, tu dis que tu vas tuer l'élevage de visons. Bon, mais là, vite de même, tu dis, les visons sont contaminés, nanana. Mais là, ça sert plus à rien là, de faire ça. Parce que là, voyez-vous l'affaire, là, c'est que là, les humains sont présentement contaminés. OK? Mais là, les élevages de visons vont faire quoi? Ils vont-tu en refaire d'autres? Parce que là, si l'humain qui a présentement le nouveau variant bleu, là, si l'humain transmet aux visons, les nouveaux bébés visons, s'il leur transmet la COVID-19, ben là, voyez-vous, on va arriver au printemps puis à l'automne, au printemps prochain. Là, pour les humains, la COVID-19 va être de moins en moins dangereuse. Mais là, vous allez arriver dans les élevages de visons, puis là, ils vont encore se transmettre la COVID-19. Elle va muter encore pendant l'été. Nous, les humains, on ne l'attrapera plus. Puis là, on va arriver encore à l'automne prochain. Puis là, les mutations de ces visons-là vont nous retransmettre ça encore à nous. Là, c'est ça là, qu'il va falloir s'organiser que ça n'arrive pas. Parce que quand on dit éventuellement, si on veut s'en sortir de la COVID-19, puis que là, on ne devienne pas un moment donné avec la COVID de 40 232, ben là, un moment donné, il va falloir casser le cycle pour vrai. Alors, c'est ça, là. Mais ça, puis ça, c'est pas de la théorie du complot, parce que oui, on sait que si on se met en mode théorie du complot, ce qu'on veut, c'est que la pandémie dure indéfiniment pour être capable de maintenir les distanciations sociales, obliger le télétravail, les mesures sanitaires, toutes ces maudites cochonneries-là. Mais si on se met en mode scientifique, puis que là, on voit qu'est-ce qui vient de se passer avec ces histoires d'élevage de visons-là, puis tu sais, voyez-vous, après ça, nous, ici, au Québec, on n'en a pas des élevages de visons comme ça. Par contre, les gens continuent à voyager. Fait que tant et aussi longtemps qu'on va pas casser cette histoire-là en fermant les frontières, ben là, on va tout le temps continuer à importer des gens de l'Europe qui vont nous amener cette espèce de mutant-là qui va continuer à muter chez nous. Puis là, ça va muter puis muter. Regardez, là. Comprenez-vous tout ça? C'est assez incroyable, hein? Mais c'est quand même passionnant, par exemple. Honnêtement, moi, ça me... En tout cas, moi, je trouve ça ultra intéressant. Là, je sais pas vous, mais moi, j'aime bien ça. Il y a des phénomènes qui sont troublants autour des visons. C'est que le foyer initial de l'Italie était autour d'élevage de visons. Donc on peut se poser la question de savoir s'il y a eu un amplificateur qui pourrait permettre de comprendre pourquoi en Italie du Nord il y a eu tellement de cas, et si cet amplificateur sépare les élevages de visons. Il y a des élevages de visons en Italie aussi. En France, il y a 4 élevages de visons, il y en a un pour lequel les visons ont été éliminés. Moi, si j'avais un conseil à donner, ça serait d'éliminer les 3 autres avant qu'il se passe la même chose si ce n'est pas déjà arrivé. Et voilà.
Dr Raoult vient de dire exactement ce que je viens de dire là. Si on ne casse pas cette affaire-là, ça va continuer perpétuellement. Alors là, ce que Dr Raoult vient de dire, là, c'est que là, les élevages de visons qui restent, c'est bien de valeur pour les élevages de visons, là, mais là, il faut toutes les quick. Complètement. Et il faudrait probablement laisser passer au moins, puis ça, c'est mon avis, là, mais au moins 1 an avant de recommencer les élevages, imaginez-vous. Parce que sinon, autrement, là, l'humain va le transmettre au vison, puis le vison va le retransmettre à l'humain, puis ça va tout le temps continuer comme ça. Alors, c'est ça que Dr Raoult vient de dire. Quick, les visons. Et donc, les visons sont les récepteurs, les transmetteurs du même virus. Et donc, je me pose la question, pour ce virus 4 qui est très étrange pour nous, de savoir comment est apparu, alors que nous n'étions plus en Europe en période épidémique, un virus qui avait d'un coup 14 mutations. Normalement, ces mutations s'accumulent petit à petit, c'est-à-dire que vous voyez des stades intermédiaires. Vous ne vous retrouvez pas tout d'un coup avec un virus qui a plein de mutations. Ça veut dire qu'il s'est multiplié quelque part. Alors, on voit bien chez l'homme en Europe, à ce moment-là, il n'y a pas très peu de cas. C'est pas ça qui a fabriqué un mutant qui ait autant de mutations. Mon opinion, c'est qu'il y a un réservoir quelque part, dissimulé, que nous n'avons pas vu, dans lequel ce virus a continué à se multiplier et qu'on a vu apparaître un virus qui avait toutes ces mutations parce qu'il est devenu particulièrement contagieux ou efficace chez l'homme. Et donc la meilleure explication que j'ai, c'est que celui-là aussi vient des visons. Donc alors il y a un virus de vison qui a été séquencé, paraît-il, en France, mais il n'est pas disponible, je ne l'ai pas, moi je voudrais bien l'avoir pour pouvoir comparer, nous, une séquence que nous, on a mis à disposition de tout le monde. Je voudrais bien aussi avoir celle des autres pour pouvoir comparer quand même. On a... Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Là, vous avez entendu exactement la même affaire entre moi et Dr Raoult, là, dit dans des façons, mais exactement pareil. Fait que, voyez-vous, là, j'espère que vous avez compris. Mais c'est tellement intéressant. Mais je vous le dis, ça prend du temps quand même pour comprendre ces affaires-là. Mais Colin que c'est intéressant. En tout cas, moi, je suis... Ben écoutez, je suis pas content de la situation, c'est bien certain. Mais tu sais, au moins, je suis content de comprendre ces affaires-là. Mais voyez-vous, c'est avec ce genre de choses-là qu'on apprend. C'est pas en faisant de la collapsologie puis de l'astrologie comme le gouvernement fait, en essayant de prévenir toutes sortes de maudites patentes qu'il comprend pas, pantoute, en mettant des mesures de schnout, alors que le problème, ben, c'est peut-être juste les élevages de visons en Europe. À peu près, tu sais. C'est incroyable. En tout cas, maudit que je trouve ça intéressant. Et donc, c'est une vraie question. Pour le virus anglais, il y a une autre question qui se lève, c'est que les mutations, vous voyez, sur ce virus que nous avons, il y a des mutations un peu partout. Dans le virus anglais, il y a des mutations qui sont spécifiquement sur qui sont sur les gènes d'une protéine, qui est la protéine qui s'appelle Spike, qui est la protéine qui suscite le plus d'immunité. C'est celle dont on s'est servi pour faire le vaccin. Donc c'est ce qui amènera à poser la question. Et cette protéine qui est amenée à faire des vaccins, c'est aussi la protéine pour laquelle l'immunité chez l'homme est la plus forte. Si on regarde contre quoi nous réagissons quand on a des anticorps après avoir cette maladie, c'est surtout sur cette protéine. Et il y a une hypothèse qui a été émise en Angleterre qui est de dire, écoutez, il est possible que ça vienne de malades qui sont immunodéprimés, qui sont porteurs pendant très longtemps, à qui on a donné des anticorps, on a fait de la sérothérapie, on a donné des anticorps de gens qui avaient eu la maladie, plus du remdesivir, qui est un agent mutagène pour les virus, ce qui amènerait à faire vraiment un modèle expérimental, vous voyez, de donner un agent mutagène en même temps que la cible contre laquelle les mutations doivent être sélectionnées pour résister. Alors, ça c'est ultra intéressant aussi. Colin, que c'était toujours plus intéressant. Le variant qui arrive d'Angleterre. OK? Donc, ce que Dr Raoult dit, là, c'est que peut-être, puis ça, c'est encore là, c'est une hypothèse, mais il viendrait
de personnes immunosupprimées. Donc là, on parle probablement, encore là, des personnes âgées qui sont déjà probablement immunosupprimées, OK? Parce qu'ils prennent toutes sortes de pilules, ces gens-là. Alors là, à un moment donné, un des traitements qui avait été envisagé pour soigner les gens, c'était de transmettre du plasma des personnes qui avaient eu la COVID et qui avaient des anticorps, OK? Donc, admettons, moi, j'ai la COVID, OK? Donc, j'ai des anticorps. Et là, ce que je peux faire, c'est d'aller donner du plasma. Donc là, les docteurs prennent, admettons, de mon sang, là, mettons mon plasma, ils mettent ça dans des petits baguises, là. Puis là, là-dedans, vous avez mon plasma avec des anticorps. Puis là, après ça, vous allez le donner à d'autres personnes en pensant que mes anticorps vont pouvoir aider l'autre personne à pouvoir se défendre parce qu'eux ne sont pas capables de pouvoir se défendre, OK? Mais là, ils ont mélangé ça aussi avec le fameux Remdesivir. Vous vous souvenez, le fameux, la première baguette magique que Dr Raoult appelait, là, le fameux Remdesivir, mais, puis ça, je le savais pas, je l'ai appris tantôt. Le Remdesivir, ça serait même un médicament qui serait mutagène, c'est-à-dire que quand il est envoyé dans quelqu'un, ben là, ça fait comme muter. Ça fait comme muter le virus. Fait que là, ben, probablement que les personnes en Angleterre, ben là, il y aurait des gens, OK, comme ça, immunosupprimés, qui auraient eu du plasma avec anticorps, qui auraient pris du Remdesivir, OK, et qui, là, auraient redonné le virus à quelqu'un de sain, et après ça, pouf, ça leur est reparti l'autre bord. C'est tellement intéressant. C'est une hypothèse qui a été élevée, qu'on est en train d'évaluer. On verra bien. On verra bien si effectivement c'est un phénomène qui est le phénomène qui aurait permis l'apparition de mutations qui, celles-là, sont compréhensibles. En revanche, vous mettez des anticorps contre un virus et vous donnez à quelqu'un de quoi avoir des virus qui augmentent leur taux de mutation, vous avez des mutants qui résistent à ces anticorps. Enfin, ça va un peu de soi. Donc c'est une vraie question. Voilà. Donc on ne sait pas, on est en train d'étudier ça. Maintenant, on a eu des cas qui sont importés ici. Les Anglais disent que c'est plus contagieux, mais que c'est pas plus mortel. On verra bien ce qu'il en est. Encore une fois, il faut mettre un pas après l'autre. C'est pas le moment de commencer à prédire. Donc, je ne sais pas. Je voudrais rappeler nos amis journalistes qui tentent l'oubli en disant vous avez dit que ça serait comme ci, que ça serait comme ça. Je n'ai jamais dit ça parce que j'enseigne depuis à peu près 40 ans. J'ai même inventé une forme d'enseignement dans laquelle on répond dans les questions. Au lieu de mettre juste oui ou non, de mettre oui, non, je ne sais pas, et de ne pas pénaliser les gens qui disent je ne sais pas, mais de pénaliser ceux qui ont fait une mauvaise réponse, plutôt que de leur conseiller de mettre n'importe quoi, parce que ça rapporte plus de points que de ne rien mettre. Et donc j'ai inventé un système comme ça, et ça fait plus de 40 ans. Donc je ne vais pas changer maintenant, je ne sais pas, c'est une des bases de l'absence d'ignorance fondamentale. C'est quand on n'a pas peur d'être ignorant, on sait qu'on doit dire on ne sait pas. Concernant la vaccination, que conseillez-vous? Alors, ça là, puis ça, voyez-vous, je viens d'avoir encore là une petite inspiration, mais tu sais, voyez-vous, lui là, il est là pour analyser la situation, OK? Donc, c'est comme un coroner. Quand il y a eu un meurtre, OK, admettons, ben là, vous avez après ça les enquêteurs qui viennent comprendre comment ça s'est passé. Mais Dr Raoult, c'est un petit peu un coroner, lui, là. Il est là pour comprendre comment ça s'est passé, OK? Mais là, présentement, ce que le gouvernement fait, et ce que surtout les hosties de journalistes font aussi, là, c'est la gang de Christ qui comprennent rien. Est-ce que, je sais pas si vous avez déjà vu le film Rapport minoritaire. OK, ça c'est un film avec Tom Cruise, là, où ce qu'ils sont capables, grâce, admettons, à 3 personnes qui sont dans une espèce de piscine, là, et qui ont des facultés à pouvoir prévoir l'avenir, OK? Alors là, ces gens-là font comme des espèces de songes, là, des rêves, OK? Et puis là, ils voient, admettons, qu'en quelque part, il va se passer un meurtre. Alors là, ça sort une espèce de petite boule. Puis là, après ça, vous avez les espèces d'agents de police, dont Tom Cruise, qui, eux, ont un certain nombre de temps pour aller empêcher
que le crime se passe avant qu'il se passe, OK? Mais là, c'est comme si le gouvernement et les journalistes se prenaient pour des gens comme ça. Complètement. Vous savez, ça fait longtemps que l'humain croit à toutes sortes de sciences occultes, là, comme par exemple, on recule là, dans le temps de Jules César. Jules César, lui, écoutez, il voulait connaître l'avenir. Alors, il avait ce qu'on appelle des augures. OK? Alors, les augures, c'était ça. C'est un petit peu l'astrologie dans le temps. Mais c'est exactement ça que le gouvernement fait présentement. Et les covido-anxieux suivent des gens comme ça. Moi, je suis des gens comme ça. Puis les autres préfèrent suivre l'astrologie puis la collapsologie. Voyez-vous, c'est exactement ça qui se passe présentement. Vous avez une fracture, mais complète, entre les gens intelligents, les gens rationnels, les gens qui ont des connaissances, les gens qui ne laissent pas parler leurs émotions et surtout prendre des décisions à leur place. Vous avez lui et moi, je suis lui. Puis vous avez les autres, là, qui depuis le début ne font que suivre la peur et appliquer des mesures qui sont basées sur aucune science, de l'aveu même, des personnes qui les appliquent. Alors, pour le bout du vaccin, je ne vais pas le laisser aller parce que ça, j'en ai déjà parlé, là, puis de toute façon, dans sa vidéo, ça n'a rien changé. Alors, c'est ça, mes chers citoyens lucides. J'espère que la vidéo aujourd'hui vous a vraiment intéressé. Si vous voulez vraiment comprendre des affaires, moi, j'aime ça. J'ai du temps pour faire ça. Puis ça me fait plaisir après ça de vous l'expliquer. Mais gardez... Puis je vous dis pas après ça qu'une fois que vous connaissez ces affaires-là, que vous allez être capable de discuter avec un covido-anxieux. Parce que les covido-anxieux, on aurait bien beau leur parler de ces choses-là, il n'y a rien à faire avec eux. Mais regardez, nous, ça reste que, même si on est fâché, ben on veut continuer à apprendre. Ben moi, c'est ça que je fais. Puis là, ben tous les jours, à toutes les fois, il y a tout le temps une affaire de même qui sort. Alors, mes chers citoyens lucides, je vous souhaite une bonne semaine et on se reprend sur une prochaine capsule. Bye bye.